L'employabilité des jeunes, la gestion des ressources humaines, l'entreprise, les études, Data Market vous reçoit. Bonsoir très chers téléspectateurs, partout où vous nous suivez dans le monde, vous êtes à Beni, Aru, vous êtes à Malemba Kuru, vous êtes au Bas-Congo, Tchela, Mwanda, vous êtes partout en RDC, soyez le bienvenu, vous nous suivez partout en Afrique, soyez le bienvenu, en Europe, Asie, Amérique, soyez le bienvenu. Ce soir, c'est votre nouveau numéro du magazine Data Market. Je reçois pour vous une très grande entrepreneur qui travaille pour le jeune, qui est chef d'entreprise. Elle va essayer de partager sa vision et son expérience pour que le jeune puisse en bénéficier. Sans plus tarder, je vais vous présenter mon invité de ce soir pour ce nouveau numéro de Data Market. Bonsoir, Jacqueline Caridas Moulamba. Bonsoir, Monsieur Sephoria, et merci pour l'invitation. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Vous vous sentez à l'aise? Absolument. Ma première question. Pour vous, que représente la jeunesse? Je vais au risque de dire ce qui est tellement populaire. La jeunesse, c'est notre avenir. C'est l'avenir du pays. C'est l'espoir. C'est la force. C'est le potentiel. C'est tout ça. C'est notre devenir, point final. C'est vrai que c'est l'avenir, mais moi, dans Data Market, j'aime bien dire ceci. La jeunesse, c'est l'avenir d'une nation dans le travail. Préparée pour le travail et dans le travail. Et c'est de cette facette-là qu'on va parler, le travail. Je suis d'accord. C'est pour ça que j'utilisais le mot potentiel. Tout à fait. Parce que dans le travail, s'il n'y a pas de potentiel, il n'y a rien. Jacqueline, vous êtes manager, entrepreneur, vous êtes directrice des ressources humaines. Ça, c'est en quelques mots. Oui. Mais s'il fallait mieux vous présenter à cette jeunesse qui va vous suivre partout dans le monde et surtout en Afrique, qui est Jacqueline Caridas sur le plan professionnel? Sur le plan professionnel, je dirais j'ai quelques compétences, si on peut appeler ça comme ça, donc quelques casquettes. J'ai une grande formation en supply chain, donc gestion de transport et logistique. Ça, c'est ma formation des bases. Par la suite, j'ai eu gestion de projet, gestion de tourisme, gestion de la qualité, gestion d'audit interne et puis la gestion des ressources humaines. Voilà. En gros, ce sont là les secteurs ou les métiers que je peux aujourd'hui exercer sans aucun problème. L'administration, ça va généralement avec les ressources humaines. Jacqueline, nous allons parler dans notre première partie de l'émission de l'employabilité de jeunes. Un jeune qui fait sa scolarité, après, c'est pour avoir un métier. Mais nous observons que beaucoup de jeunes n'ont pas d'emploi. Et pour ceux qui ont de l'emploi, la qualité vraiment n'y est pas. De ton expérience de directrice de ressources humaines, qu'est-ce qu'on doit comprendre par employabilité de jeunes? Bon, moi je scindrais ça à deux niveaux. Il y a l'éducation, donc la formation, quelle qu'elle soit, et puis les opportunités sur le marché. On va prendre le volet qui me tient le plus à cœur, ça veut dire l'éducation. On va commencer par le bas âge. Parce qu'on ne peut pas parler aujourd'hui d'une formation académique si quelqu'un arrive à l'université et qui n'est pas capable d'écrire déjà notre langue administrative, ça veut dire le français. Il y a déjà un problème. Parce que vous le voyez très bien, vous avez des jeunes qui finissent les humanités, qui finissent l'université, même licenciés, qui ne savent pas s'exprimer en français correctement. Donc c'est un problème. À ce niveau-là, je pense que nous devons à tout prix déjà revoir notre système. Nous parlons de la RDC, de notre pays. En commençant par le maternel. Beaucoup de parents ne mettent pas les enfants à l'école maternelle, mais c'est une préparation pour entrer en primaire. Je ne suis pas là pour critiquer les systèmes, mais je dis que ça ne va plus. Ça ne va plus parce qu'il n'est pas normal qu'un enfant qui a fait, on va dire, 3 ans, plus 6 ans, plus 6 ans, plus
4 ou 5 ans sortent de là ne soient pas à mesure pour un pays francophone de s'exprimer correctement en français ou qui n'est même pas un raisonnement cohérent, réfléchi, que vous ne pouvez pas avoir un débat d'intellectuel. C'est un problème. En tant que ressources humaines, je reçois des jeunes qui ne savent pas rédiger un CV. J'ai toujours le même type de CV en général. Quelques-uns maintenant commencent à essayer d'aller sur Internet finalement, enfin, et ils vous amènent des CV quelquefois un peu fantaisistes. Mais les CV généraux que vous recevrez, la plupart des jeunes aujourd'hui, la moitié, surtout quand ils n'ont pas encore d'expérience professionnelle, plus que la moitié du CV, c'est pour parler de leurs origines. Moi, en tant que ressources humaines, monsieur, je vais vous dire que vous soyez de tels secteurs, de telles provinces, etc., ça m'importe très peu. C'est pas ça qui m'intéresse. Dans vos coordonnées, je vais avoir votre nom, votre adresse, votre âge, savoir si vous êtes marié ou pas, vos coordonnées courriel, téléphoniques, c'est tout ce qui m'intéresse. Mais dire vous êtes de tel secteur, etc. Et ça prend la moitié de la page. Et puis l'autre moitié, pour ceux qui ont déjà un peu d'expérience, ils commencent à vous dire qu'il a fait l'école primaire à tel endroit, à tel endroit. Donc, en tant que HR, on n'a pas le temps d'aller commencer à détailler toutes ces choses-là. Un CV, on sait le voir en 1 minute, même moins d'1 minute. Là, je vous parle, je suis dans une entreprise qui n'est pas une grande entreprise. Quand vous avez une grande entreprise, un directeur de ressources humaines ou les gens qui travaillent dans les ressources humaines balayent un CV en diagonale. Donc, quand il est mal présenté, c'est déjà mis de côté. Or, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas seulement ici en RDC, mais nous allons nous focaliser sur la RDC. On n'apprend pas aux jeunes, quand ils sont en train de finir leurs études, à savoir se vendre sur le marché. Ça veut dire qu'ils ne savent pas comment faire ni un CV, ni une lettre de motivation. Ils arrivent dans une entreprise, ils ne savent pas du tout comment se passe, quelle est la vie dans une entreprise, comment se comporter. Parce que les attitudes, il y a les compétences, il y a les attitudes aujourd'hui qui sont de plus en plus très importantes dans les entreprises, du moins des entreprises qui ont un certain niveau. Donc, ce sont des choses qu'on doit inclure aujourd'hui, je pense, dans le cursus de toutes sortes de formations, même des formations professionnelles. Parce qu'il peut y avoir des gens qui font des formations professionnelles et qui finissent dans une entreprise, parce qu'ils sont techniciens, mais ils ne savent pas à quoi s'attendre quand ils vont sur le marché du travail. Ils ne savent pas se défendre, ils ne savent pas se vendre. Ça, c'est une première chose. Donc ça, on parle d'éducation. Et puis, il y a maintenant l'employabilité, comme vous dites. On a un problème. Chaque année, on a combien d'universités? Je vais rester juste dans la ville de Kinshasa. Il y a énormément d'universités. Des universités privées, de l'État, etc. Donc, on a des milliers de jeunes qui sortent des universités. Que j'ai dit comme tout à l'heure, à mon humble avis, qui ne sont pas nécessairement bien préparés. D'abord, la qualité de l'enseignement, ça veut dire là, on en vient aux compétences de la personne. Ils ne savent pas se vendre. Et puis, on vient maintenant sur le marché du travail. Il y a très peu d'emplois. Il y a très peu d'emplois, ça veut dire qu'un jeune qui sort, il n'est pas sûr de trouver un travail. Là, on se retrouve, moi je dirais, dans une situation où on devrait essayer, nous qui sommes déjà à un certain niveau, aider les jeunes à trouver ou à créer des emplois ou à essayer d'entreprendre. Parce qu'on peut ne pas directement entrer dans une entreprise, mais avoir les moyens d'entreprendre. Et beaucoup de jeunes n'ont pas cette capacité-là, de se dire, OK, en attendant de trouver mieux, je peux commencer, ne fût-ce qu'un petit business. Il y a, vous allez me dire, le problème de fonds. Ça veut dire des crédits, d'argent, parce qu'on ne commence pas nécessairement tout sans rien. Là, j'en viens aussi à nos institutions qui sont là, on devrait logiquement essayer de donner la possibilité aux jeunes d'acquérir des microcrédits et de les former pour qu'ils sachent comment. Il y a quelques petites structures aujourd'hui, généralement privées, qui commencent à faire ça. Je travaille avec quelques jeunes qui ont commencé à essayer de mettre plusieurs jeunes qui viennent avec différentes choses ensemble pour essayer de faire des échanges
Certains créent ceci, certains créent cela, et ils se mettent ensemble. Quelqu'un qui est dans l'agriculture, il apporte des produits, quelqu'un d'autre les transforme et il les met sur le marché. Donc ça aussi, il faut à un moment donné que le jeune se bouge. Mais n'empêche que ce n'est pas seulement une histoire des jeunes. Ça nous concerne, nous qui sommes déjà sur le marché du travail, on essaye de créer de l'emploi, mais surtout, je pense que c'est un problème au niveau politique, gouvernement, où on doit essayer je dirais, d'encourager les investisseurs, tant au niveau national qu'international. Quand quelqu'un vient entreprendre quelque chose, on doit lui donner les possibilités de créer des emplois. Si moi j'ai une petite entreprise, je sors peut-être 5, 6, 7, j'emploie 5, 6, 7, 8 personnes, parce que je ne vous ai parlé que de ma carrière, mais j'ai aussi une petite entreprise. Quand je fais des locations de véhicules, je prends 5, 6 chauffeurs. Ces 5, 6 chauffeurs, ce sont 5, 6 familles qui vivent à travers. À la maison, si j'ai une dame de ménage que j'emploie, elle est peut-être un peu plus âgée, mais derrière elle, je donne la possibilité d'élever ses enfants. La même chose dans autre chose que je fais qui est la décoration, tout ce qui est aménagement et décoration intérieure. Quand je prends des jeunes ou même des papas, j'essaie plus de travailler avec des jeunes pour leur donner des opportunités. Je les amène sur des chantiers, c'est pour qu'ils puissent avoir un travail. Jacqueline, je vous ai suivi attentivement. Vous avez essayé de donner un panorama de la réalité sur le plan employabilité, en commençant par lui-même l'acteur, le jeune qui va chercher de l'emploi, sa formation et arriver à l'observation de l'état des décideurs qui doivent accompagner les chefs d'entreprise. On va aller étape par étape. Par rapport à la formation, vous avez relevé que déjà, dans l'esprit, le jeune qui est formé ne connaît pas c'est quoi une entreprise. Non. Qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise? La plupart, non. L'enseignement universitaire ou supérieur devra être en symbiose avec ce qui se fait en entreprise pour augmenter plus de chances aux jeunes d'accéder à l'entreprise. Et puis il y a un autre élément, dans la formation, l'administration, il faut écrire, il faut comprendre. Donc si vous ne faites pas l'administration en français, peut-être ça sera en anglais, mais la structure même de la personne, lorsque vous leur faites par exemple des tests psychotechniques, psychomotrices, l'agencement dans l'administration, vous remarquez cela. Maintenant, quelles sont les propositions que vous pouvez faire aux décideurs et aux instituts de formation, aux universités, pour être en symbiose? Il y a beaucoup qui ont décrié l'ancien système éducatif belge, qui n'était pas spécifique par rapport aux besoins de l'entreprise, mais qui restait plus généraliste. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Je vais prendre juste les derniers points. Est-ce qu'on a changé ce système? Que je sache, non. Nous continuons exactement dans le même système. Donc, je pense que qu'on soit dans le système, c'est une chose, mais le monde bouge. Le fait que le monde bouge, on doit pouvoir aussi accompagner. Le monde, nous sommes dans la globalisation. Ça veut dire qu'il n'y a plus de frontières. Pour l'emploi, pour l'éducation, pour tout. Mais est-ce que nos jeunes à nous sont-ils suffisamment formés pour être compétitifs sur le marché? Je pense qu'au niveau académique, scolaire et académique, on doit introduire certaines matières. Une autre façon de voir les choses. On doit pousser les jeunes à réfléchir et non pas à faire du par cœur comme moi j'appelle. Donc, il a une matière, il apprend par cœur, il réussit son année, c'est bien. Mais est-ce qu'on lui apprend à réfléchir? Est-ce qu'on apprend aux jeunes à lire d'abord? Ça, c'est un problème. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'école secondaire, on avait un nombre de livres qu'on devait lire et faire un résumé. Aujourd'hui, combien de jeunes lisent? Combien de jeunes ouvrent un livre? Jacqueline, est-ce que vous êtes d'accord pour ce passage au système LMD, licence, master, doctorat, pour plus de spécialisation? Aujourd'hui, nous avons besoin des spécialistes que des généralistes. Vous êtes d'accord avec cette proposition? Tout dépend de comment on va structurer la chose.
à quoi bon avoir quelqu'un qui accumule des diplômes et qui n'a aucune expérience, et quand il va arriver, il est super diplômé et il n'a pas de compétences. C'est pas le nombre des diplômes qui va compter. J'insiste sur les compétences. Sur la compétence, elle s'acquiert. Mais c'est pas le nombre des diplômes. Vous pouvez avoir quelqu'un. J'ai des gens qui aujourd'hui occupent dans la structure où moi je travaille, qui sont devenus à un niveau des ingénieurs, des superviseurs des travaux, mais ils étaient des simples techniciens. J'en ai eu d'autres qui étaient des simples chauffeurs, mais qui ont pris la place des superviseurs ingénieurs parce que pendant le parcours, au niveau théorique, ils n'ont pas eu la chance, mais au niveau pratique, parce qu'il avait la capacité d'apprendre et la volonté d'apprendre, il a gravi les échelons. Donc, vous dites que... Donc, ça, c'est une chose. Mais dire qu'il faut absolument licence, master, doctorat. OK, on va avoir plein de docteurs. Et s'ils ne sont pas compétents, ça nous amène à quoi? Maintenant, ça nous amène à quoi? Changeons notre manière de réfléchir. Est-ce que les entreprises, parce que les entreprises ont besoin des employés, de la main-d'œuvre compétente pour faire avancer l'entreprise, parce que l'entreprise commence avec le processus d'embauche jusqu'à la mise en place des agents au sein de l'entreprise. L'entreprise en tant que besoin, parce qu'elle a un besoin par rapport à son développement. Il y a la technologie, il y a la technicité. Est-ce que les entreprises ne peuvent pas faire cette démarche d'aller vers le système éducatif, leur expliquer, nous sommes en RDC, nous devons nous développer, mais nous devons avoir un personnel qualifié. Mais voici nos besoins. Ne pouvez-vous pas, système éducatif, vous adapter à notre besoin? Parce que la finalité de vos études est que ces jeunes sortent de l'université pour être travailleurs dans une entreprise donnée. Exactement. Est-ce que cette démarche ne peut pas être utilisée? Une chose que j'ai oublié de souligner, je suis membre d'une association qui s'appelle ACPRH. C'est Association congolaise des professionnels des ressources humaines. Une des propositions que nous sommes en train de faire, au départ, on a voulu faire ça institution par institution, je veux dire institut par institut ou bien université par université. Mais on s'est dit, on va essayer maintenant de s'organiser et d'aller voir les autorités compétentes. Pourquoi? Parce que dans cette association, nous avons plusieurs responsables des ressources humaines dans différents secteurs. Donc, chacun connaît les besoins qu'il a dans son secteur. Et il voit les défaillances par rapport aux jeunes qui viennent demander du travail ou qui viennent sur le marché du travail. Donc, l'idée, ça serait quoi? On se met tous ensemble. On va essayer d'aller voir les autorités compétentes pour leur dire, voici les défaillances que nous relevons. Est-ce qu'il est possible d'essayer de recadrer ça? Mais on ne peut pas le faire seul. Il y a aussi la FEC, la Fédération des entreprises congolaises, qui devrait normalement nous accompagner parce qu'elle reste une grande institution pour les entreprises au Congo. Parce que ça ne sert à rien, nous, une association de ressources humaines, on va voir par exemple les ministres de l'éducation, etc. Et la FEC n'accompagne pas. Donc on aimerait essayer de faire quelque chose à un niveau un peu plus élevé, qui a un peu plus d'impact, pour qu'il y ait une révision, de la manière de préparer les jeunes. Mais moi, mon souci, ça ne sert à rien d'aller préparer un jeune qui est à l'université s'il n'a pas eu de bonnes bases en primaire et en secondaire. C'est un problème. Dans le secret, pour être un bon employé, c'est la base au niveau primaire et secondaire. Ce n'est pas le travail de l'employeur. Mais nous constatons les problèmes. Et donc, en tant qu'acteurs économiques, nous soulignons ça et nous allons vers les ministères. Les ministères appropriés pour dire voici ce que nous constatons. Il y a un problème, comment y remédier? On peut s'asseoir à une table et discuter et essayer de trouver des solutions. Ça, c'est les études poussées, les études universitaires et tout. Il y a aussi l'autre côté, les techniques, la formation technique. Est-ce que les jeunes qui sont dans les formations techniques ont tout ce qu'il faut? Ça veut dire, est-ce qu'ils ont des professeurs qualifiés? Est-ce que les professeurs sont recyclés?
Est-ce qu'ils subissent un recyclage au niveau de la formation? Est-ce qu'ils ont les outils? Je donne un exemple. Vous allez aller à un restaurant. Vous avez un personnel qui va venir vous servir. Quand vous demandez une bouteille de vin, même si c'est jeune, a suivi une école d'hôtellerie, il ne sait pas ouvrir une bouteille de vin, par exemple. Pourquoi? Parce que l'école, pendant son cursus, il n'a pas eu l'occasion un jour d'ouvrir une bouteille de vin. Donc, il y a un problème. Mais vous traversez en face au Congo-Brazza, le service est différent. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? À un moment donné, on doit se remettre en question et essayer de corriger. Vous allez dans une boutique, la personne vous dit elle est vendeuse, elle a eu des cours, etc. Mais elle vous boude. On se demande, vous entrez, vous êtes client, on ne sait pas vous recevoir. Et ça ne va pas. C'est à tous les niveaux. Vous allez dans l'administration, c'est pareil. L'administration publique, c'est pareil. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas où on doit changer. Ça, c'est dans les attitudes, dans la façon de faire des choses. Jacqueline Caridas Moulamba, beaucoup de jeunes qui vous suivent se posent maintenant cette grande question. Nous avons parlé de l'employabilité. L'employabilité est fonction de la compétence. Comment développer sa compétence? Comment devient-on compétent? Vous allez parler à un jeune qui nous suit là présentement, qui voudrait savoir comment devenir compétent et être compétitif sur le marché de l'emploi. Vous, en tant que DRH. Il y a ce que nous apprenons à l'école, mais il y a la recherche personnelle. Parce que quel que soit les niveaux d'études que vous allez faire, les professeurs ne peuvent pas apprendre, même si comme vous voulez axer sur la spécialisation, ok? Quelle que soit la matière que vous allez prendre, le professeur ne pourra jamais vous donner tout. Il vous donne une partie, mais vous devez faire de la recherche. Or, aujourd'hui, on a quelque chose de magique, entre guillemets, l'Internet. Les jeunes sont tout le temps sur Facebook, sur Instagram, sur ceci. Mais pourquoi ne pas utiliser ces temps-là pour faire de la recherche par rapport à ce que nous sommes en train d'étudier? Vous avez un cours d'économie, ok. Vous savez que c'est incroyable. Vous allez aller interroger un jeune qui a fini en économie et quand vous lui demandez c'est quoi OHADA, il ne sait pas c'est quoi OHADA. Il n'a aucune idée. Pourtant, il peut trouver tout ça sur Internet. Il peut faire de la recherche. Donc, il faut vouloir grandir. Il ne faut pas se contenter de ce que le professeur vous donne. Il y a ce que le professeur donne. Le professeur donne ce qu'il peut donner, d'abord parce que le temps est limité. Mais vous, quelle est la recherche que vous faites après? Comme moi, je dis, on doit éviter de continuer dans les systèmes du par cœur. C'est un peu ça. On a, par exemple, dans des pays anglo-saxons, l'enfant a très peu de cours. On ne surcharge pas l'enfant pendant l'année scolaire, mais on lui donne beaucoup de travaux à faire. Ça veut dire qu'il doit aller faire de la recherche. Il est tout le temps à la bibliothèque. Ça fait aussi tourner la tête. Ça fait les cerveaux. La personne prend le temps de réfléchir. Mais si vous lui donnez des syllabus tout faits, dites-moi. Il y a ça. Et quand vous dites l'employabilité aussi, les compétences, c'est vrai que les jeunes doivent se préparer. Mais il y a un aspect que je voudrais souligner ici, qu'on retrouve aussi dans certaines entreprises, qui est triste à constater, c'est les copinages. Ça veut dire qu'on met parachute quelqu'un qui n'a même pas de compétences, mais c'est les frères d'eux, c'est le... Bon, dans la fonction publique, c'est encore plus courant que dans les privés. Mais même dans les privés, quelquefois, on a ça. Moi, j'ai la chance de n'avoir jamais eu à connaître ça. On n'a jamais eu à m'imposer quelqu'un parce qu'il était les frères, ou la sœur, ou les fils d'eux. Mais dans beaucoup d'entreprises, surtout des grandes entreprises, on a aussi, en tant que responsable des ressources humaines, on fait des fois face à ces problèmes-là. Donc, c'est un sérieux problème qu'il ne faut pas ignorer. Alors, vous prenez quelqu'un qui n'a pas de compétences, vous lui donnez un travail. À la place, quelqu'un qui est compétent reste sur le marché à chercher, qui reste dans la rue. Et vous prenez dans votre entreprise quelqu'un qui n'est pas du tout compétent.
c'est pas intéressant. Jacqueline Caridas Moulamba, la place du mentorat, du coaching dans l'entreprise. Peut-on aussi compter sur ça? Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que la fonction des ressources humaines, c'est une fonction qui a beaucoup évolué. Peut-être dans nos pays, on ne le voit pas encore. On continue à dire chef du personnel. Généralement, quand vous dites vous êtes ressources humaines, les gens voient deux choses. La personne qui peut me donner du travail. Donc tout de suite, dès que vous vous présentez en tant que tel, les gens commencent à dire ah, est-ce que Okolo Kelanga Moussala? Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, dans l'entreprise, dans notre propre entreprise, on voit aussi le côté bâton, la discipline. Ça veut dire que la personne qui peut vous licencier, etc. Mais c'est pas ça le travail des ressources humaines. Ça se limite pas à ça. Il y a toute une série de procédures. Moi, j'ai la chance d'avoir travaillé mes 2 derniers emplois, et là où je suis actuellement. Nous sommes certifiés ISO. Donc, nous suivons des normes standards. Nous sommes certifiés ISO 9001. Ça veut dire qu'il y a toute une série de procédures que vous devez respecter quand vous employez quelqu'un. Pendant les recrutements, il y a une procédure. Vous n'êtes pas seul face à la personne. Vous devez avoir, avant d'abord d'arriver là, excusez-moi, je vais revenir en arrière, c'est le travail du ressources humaines, c'est voir les besoins, anticiper les besoins en ressources humaines d'une entreprise. Moi, je travaille aujourd'hui dans une entreprise de télécom, on travaille par projet. Quand on est en saison basse, on n'a pas besoin de personnel. Même quand on n'a pas besoin de personnel, je recueille énormément des CV. Je les étudie à l'avance, je les classe en fonction de leur capacité ou leur technicité. Dès que nous avons un projet qui se met en route, je sais où aller puiser mes CV. J'appelle ces gens-là. On passe à la procédure de tout ce qui est recrutement. Les personnels qui vont être recrutés ou qui vont être retenus, vous leur faites une proposition, mais après ça, vous devez les coacher. Ils arrivent dans une entreprise qu'ils ne connaissent pas. Tout jeune veut avoir un emploi, donc dès que vous lui dites qu'il y a de l'emploi, il vient. Mais une fois qu'il est à l'intérieur de l'entreprise, il y a une culture dans cette entreprise que vous, HR, vous avez l'obligation de lui passer. Donc, il doit savoir que vous êtes certifié ISO, il doit connaître où est sa place et dans le service ou dans les départements où il est, vous devez les confier à quelqu'un qui va les soutenir, qui devient son mentor. Vous êtes au-dessus. Vous veillez à plusieurs choses, mais dans les services où il est, il doit être coaché par quelqu'un. Il devra avoir dans toutes les entreprises ce qu'on appelle manuel de l'employé, pour que l'employé puisse avoir ça. Je ne parle pas nécessairement de ce qu'on appelle les règlements d'ordre intérieur. Il y a le manuel de l'employé et les règlements d'ordre intérieur. Donc, il doit se familiariser avec tout ça. Il doit savoir que la culture de cette entreprise, elle est comme ça, comme ça, comme ça. Si je fais ça, c'est bien. Si je fais ça, c'est pas bien. Quelle est la vision de l'entreprise où je travaille? Comment les choses se passent? Quel est l'organigramme? À qui je dois m'adresser? Et en cas de problème, comment je peux escalader? Ça, c'est la première partie du mentorat, comme vous avez dit. Puis vient une autre partie, qui est aussi une grande responsabilité de la ressource humaine, c'est la formation. Parce qu'on recrute des jeunes, ils sortent des universités, ou même pas, ils viennent d'autres secteurs, etc. Ils arrivent chez vous. Mais vous avez un besoin bien précis. Il se peut que cette personne qui est chez vous n'a pas toutes ces compétences-là. Donc, vous avez l'obligation de le former. Il y a très peu d'entreprises qui investissent dans la formation de leurs employés. Or, un employé qui est déjà à l'intérieur, c'est une ressource qu'il faut capitaliser. Non pas aller pressant comme un jus de citron à prendre tous les sens qu'il a en lui, et puis après, il n'est plus bon à rien. Non, vous devez continuer tout le temps à investir en lui, avec des formations. Après les formations, il y a le suivi. Est-ce que ce qu'il a appris le sert? Est-ce que ça a été utile? Est-ce que plus tard, lui, il est capable de transférer cette connaissance-là à d'autres? Et puis, il y a la partie aussi team building qui joue beaucoup. Parce qu'une entreprise, on passe beaucoup de temps dans l'entreprise. On passe plus de la journée, on passe plus de temps dans notre entreprise que chez nous à la maison. Donc, les ressources humaines ont l'obligation de créer une ambiance
conviviale. Une ambiance, on n'a pas besoin de tous s'aimer dans l'entreprise, mais qu'il y ait du respect mutuel. Donc, vous devez aussi gérer les conflits. Vous devez aussi gérer des problèmes sociaux. Parce que les employés, c'est pas des machines, c'est des êtres humains qui peuvent vous amener leurs problèmes. Donc, c'est beaucoup de travail. Jacqueline, vous l'avez si bien détaillé, mais au fait, c'est quoi une entreprise? Moi, je ne sais pas si je dois parler d'une entreprise ou de la vie dans une entreprise. Moi, j'ai tendance à dire la vie dans une entreprise. Une entreprise, c'est vous, moi. Vous avez une entreprise aujourd'hui. Vous avez décidé de travailler pour vous-même. Vous créez quelque chose. Derrière vous, il y a des gens. Vous mettez, il y a certainement une administration, il y a une comptabilité. Donc, il y a un responsable, ou on peut dire un directeur, ou celui qui est à la tête. Et puis, vous avez les différents départements en fonction de votre domaine dans lequel vous exercez. Vous pouvez avoir un comptable, vous pouvez avoir une personne de ressources humaines ou pas. Vous pouvez faire sous-traiter ça à l'extérieur aussi, etc. Ça, c'est une entreprise. Okay? Quel est le but d'une entreprise? On fournit du travail, en contrepartie, on paye ces travails-là. Une entreprise doit faire du bénéfice. C'est capital. Une entreprise qui ne fait pas de bénéfice, elle est amenée à mourir. Donc, les personnes qui rentrent dans une entreprise doivent comprendre qu'ils viennent tous participer au bien-être de cette entreprise parce qu'à travers cette entreprise, quand l'entreprise fait du bénéfice et ils sont bien payés et ils peuvent ramener l'argent et l'économie tourne. Pour moi, je peux résumer l'entreprise comme cela. Mais c'est important que ces lieux-là soient sains, que chacun doit se sentir à l'aise. Parce que dans une entreprise où les employés viennent en tirant les pieds le matin, c'est triste. Moi, je suis dans une entreprise où, en ce moment, on est en basse saison, on n'a pas beaucoup de projets. Mais j'ai des gens, des jeunes, ou des moins jeunes, qui, malgré qu'il n'y a pas de travail, au lieu de rester à la maison, ils viennent. Nous, de l'administration, on est obligés d'être là tous les jours. Mais les autres, les techniciens, quand il n'y a pas de projet, ils ne sont pas censés venir. Mais ils viennent. Quand je leur dis, mais vous venez faire quoi? Ah, madame, on préfère être ici que d'être à la maison à ne rien faire. On échange, on discute. Parce qu'au sein de l'entreprise, il y a quelque part une ambiance qui donne envie à l'employé d'être dedans, de se sentir de la famille. C'est important. Jacqueline Caridas Moulamba, quelle est la place du salaire dans l'entreprise? La rémunération des employés, quelle est la place? Est-ce que ça aussi, ça impacte aussi l'employé? Bien sûr, ça impacte. Tout dépend de quels sont les niveaux des salaires que vous octroyez à vos employés. Okay? Ça, c'est d'abord, il faut souligner, c'est un élément de motivation. Un employé qui est bien payé, il a envie de faire plus. Un employé qui est très mal payé, quand vous êtes conscient que vous les sous-payez, c'est pas intéressant. C'est important. Alors, en termes des chiffres, moi je ne suis pas dans les chiffres, mais il n'empêche que c'est un coût important. Selon les activités que vous faites, ça peut devenir un coût très lourd. Parce qu'il y a les salaires. Dans les salaires, il n'y a pas que les salaires. Parce qu'aujourd'hui, tel que les choses sont faites au niveau de nos institutions, de notre administration étatique, l'employé ne sent pas la charge. L'employé, donc les travailleurs, ne sent pas la charge. En fait, chacun paye des impôts. Mais il ne le sent pas parce qu'on n'inculque pas à la personne qu'il paye des impôts. Il reçoit son aide qu'il amène à la maison. Mais dans son aide-là, il y a son salaire de base, il y a une partie qui est attribuée au logement, il y a une partie qui est attribuée au transport. Et selon les activités, il peut y avoir une indemnité des risques, etc. Puis il y a les allocations familiales. Mais à côté de ça, ça ne suffit pas. Donc l'employé s'est dit, OK, par exemple, je donne un exemple, on me paye $1000. Si on me donne $1000, lui il s'est dit, ah, je coûte $1000 à l'entreprise. Mais c'est pas ça. Il coûte bien plus que ça. Parce que l'entreprise paye quoi? Il retire à la source en réalité. Il paye les impôts à la DGI. Il paye une partie de l'INSS de 3,5% qui est la part
quote-part du travailleur, de l'employé. Il paye 5% en plus à l'INSS, enfin, qui est maintenant devenu CNSS, donc la Caisse nationale de sécurité sociale. Donc, il paye aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, 8,5%. Bientôt, ça va être plus puisqu'ils veulent rajouter les allocations à l'intérieur. Au Katanga, c'est dans les 12%. Il y a aussi l'ONEM, il y a l'INPP. Donc, ça fait un coût en termes des taxes sur les salaires, qui fait que les salaires que la personne perçoit n'est pas ce que l'employé dépense. L'employé dépense beaucoup plus. Donc, c'est un coût énorme. Alors, la tendance, c'est minimiser les coûts, diminuer le nombre de personnes et multiplier les tâches pour la même personne. On est dans un monde capitaliste, donc il ne faut pas se cacher la vérité. Vous avez si bien décrit l'entreprise. Maintenant, pour ceux qui veulent travailler pour leur propre compte, des startups, des entrepreneurs, quelle est la démarche? Quelle est la vision que vous avez de ces jeunes qui veulent se livrer à créer des startups, à devenir entrepreneurs? C'est quoi la démarche? La première des démarches, je pense, c'est d'abord de s'informer comment fonctionne une entreprise. C'est la première des choses. Il ne suffit pas d'avoir une idée, un projet et éventuellement de l'argent pour se lancer. Comment fonctionne une entreprise? Quelles sont mes obligations? Vous êtes citoyen, vous ouvrez une entreprise, vous avez des obligations vis-à-vis des gens que vous allez employer, vis-à-vis de l'État. Donc, c'est la première démarche que moi je demanderais aux jeunes d'avoir. C'est de trouver des formations. Je ne sais pas si aujourd'hui l'INPP dispense ces formations-là. Dans d'autres pays où moi j'ai y à passer, comme le Brésil, il y a des institutions. Vous voulez absolument commencer un business, quel que soit le business, ils vont vous coacher. Ils vont vous donner des formations en fonction de ces business-là. Là, vous parlez des incubateurs. Oui, on peut appeler ça comme ça. Aujourd'hui, je ne sais pas combien est-ce qu'il y en a et combien il y en a. Est-ce que c'est suffisamment diffusé pour que les jeunes soient outillés? Parce que ouvrir une entreprise quand on n'est pas outillé, il y a un risque. Le risque, c'est que la personne peut avoir des connaissances dans son domaine qu'il veut mettre en place. Mais si, par exemple, il n'a aucune idée sur la gestion, il peut ne pas survivre. Ça, c'est un problème. Donc, je pense que c'est la première démarche, c'est celle-là. Savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et puis, la deuxième démarche, c'est ouvrir son entreprise pour devenir légal. Ça veut dire aller au guichet unique, demander son RCCM, etc. et comprendre tous les systèmes. Être en ordre. Ne pas être dans l'illégalité. Parce que si vous n'êtes pas en ordre, le jour où vous avez l'opportunité d'avoir un crédit, vous pouvez passer à côté parce que vous n'avez pas le document. Vous n'avez pas des documents, vous n'êtes pas inscrit à l'INSS, vous n'avez pas un RCCM, vous n'avez pas d'identification nationale. Toutes ces choses-là vont vous mettre dans l'embarras. Jacqueline, est-ce que c'est facile de travailler pour soi-même? Tu te lèves, tu te dis non, je vais travailler pour moi-même. Ok, non. Non. D'abord parce que travailler pour soi-même, ça demande, on va parler discipline après, mais il y a un risque. Quand on travaille pour... aujourd'hui, il n'y a rien sans risque de toute façon. On peut être dans une entreprise bien payée. Du jour au lendemain, on peut aussi vous demander de quitter votre emploi. Mais quand on travaille pour soi-même, le risque, c'est est-ce que je vais gagner assez, non seulement pour payer mes employés, même quand vous êtes individu seul dans votre établissement, est-ce que je gagnerai assez pour que à la fin du mois, j'ai de quoi payer mon loyer, la nourriture à la maison, faire étudier mes enfants. Donc ça, c'est un risque. Mais qui ne risque rien n'a rien non plus. Est-ce que ça vaut la peine de rester chômeur ou bien de commencer quelque chose, de prendre des risques? Il y a des gens qui quittent leur emploi, qui sont des managers. Moi, je connais, j'ai des connaissances qui ont quitté. Ils avaient un bon emploi. Ils se sont dit, OK, à l'âge que je décide d'aller mettre mon énergie dans quelque chose de personnel. Donc, je crée mon emploi. Je crée mon entreprise. C'est un risque, mais je pense que le risque est important dans la vie. Si on ne prend pas des risques, on n'évolue pas non plus. Et quelles sont les valeurs qui font d'un entrepreneur un entrepreneur?
un chef d'entreprise? Quelles sont les valeurs qu'on doit incarner? Sur le plan discipline, sur le plan qualité de vie, la gestion de ses dépenses, son entourage. Ok. Un chef d'entreprise doit avoir la qualité d'une mère ou d'un père. Ça veut dire que vous devez montrer l'exemple, vous devez être un exemple. Vous devez être vous-même discipliné. Ça ne sert à rien parce que vous êtes le chef d'entreprise d'arriver à 10h, 11h, midi, etc. Vous devez être quelqu'un de très ponctuel. Vous devez surprendre vos employés. Vous devez être à la limite celui qui ouvre la porte. Parce que si vous arrivez tous les jours en retard, vous ne savez même pas qui arrive à l'heure ou qui n'arrive pas à l'heure. Mais si vous êtes ponctuel, si vous arrivez avant les autres, je pense que si les chefs, vous êtes les DG, vous êtes les directeurs, vous êtes le manager, vous arrivez à 7h et que vos employés arrivent 8h, 8h30, à un moment donné, je crois que pour peu qu'ils soient intelligents, ils vont commencer à se sentir mal à l'aise. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il faut avoir un grand cœur. Parce que vous allez gérer des personnes. Il y a le business que vous avez envie que ça monte, que ça aille, que ça produise, que ça donne du résultat, que ça donne du bénéfice. Mais vous n'allez pas travailler qu'avec des machines, vous allez travailler avec des personnes. Et donc, il faut avoir un grand cœur dans le sens où vous devez être à l'écoute. Parce que vous pouvez avoir un technicien qui peut vous apporter beaucoup plus que vous ne le pensez. Il faut négliger personne. Chaque personne dans une entreprise, même la personne qui nettoie, a son utilité. Ce n'est pas parce que vous êtes le chef de l'entreprise que vous allez négliger la personne qui nettoie. Votre entreprise va être dans quel état si cette personne ne vient plus? Si elle ne nettoie pas. Donc, chaque personne a son utilité. L'intégrité, la discipline, le dynamisme. Il faut être dynamique. Vous n'allez pas, si vous-même, vous n'êtes pas dynamique, vouloir que tout le monde autour de vous bouge, etc. Vous devez être un exemple. Vous devez être créatif. Vous devez essayer de vous entourer des gens qui sont capables d'être flexibles et de bouger. Donc, c'est très important. Quand j'ai dit vous devez avoir un grand cœur, être comme un papa, c'est le côté social, vous ne devez jamais l'oublier. C'est important. Ça motive les travailleurs. Si vous les payez, même si vous les payez bien, mais que vous ne vous souciez pas d'eux, je ne pense pas qu'ils ont envie d'investir dans votre entreprise leur personne. Parce qu'il y a venir travailler et venir faire un travail. Je travaille ou je viens travailler et puis je viens juste pour attendre mon salaire à la fin du mois. Non, c'est pas la même chose. Et concernant la conscience professionnelle, qu'est-ce qu'on entend lorsqu'on parle? Il faut avoir la conscience professionnelle, développer sa conscience professionnelle. Pour moi, la conscience professionnelle, c'est d'abord, c'est plus dans l'attitude. On va même oublier la compétence, mais c'est plus dans l'attitude. Avoir une conscience professionnelle, c'est, ok, j'ai ça à faire, on m'a donné ça à faire, j'essaie de le faire du mieux que je peux, avec toutes mes compétences, et ne pas avoir peur, quand je n'y arrive pas, d'aller demander à mon collègue qui peut avoir plus de connaissances dans ces domaines-là, ou dans cette langue-là, pour m'aider à mieux rédiger mon travail ou mon rapport. Première chose. Deuxième chose, ne pas me contenter de ne faire que ce qu'on m'a demandé de faire. On me demande, fais une recherche sur telle chose. Je le fais, je me limite à ça, on m'a demandé de faire ça, puis c'est fini. Pourquoi j'essaie de ne pas faire plus que ce qu'on m'a demandé? D'abord, ça va m'enrichir moi comme personne. J'ai tendance à dire à tous mes collègues avec qui je travaille, quand vous faites plus que ce qu'on vous demande, vous vous enrichissez. Et le jour où vous partez avec votre richesse. Je vous donne un exemple. L'entreprise où j'étais avant d'être là où je suis aujourd'hui, qui est toujours dans les télécoms, il m'était arrivé, je travaillais là pendant plusieurs années, de faire quelquefois l'intérim du DG. Il m'est arrivé même une fois pendant 3 mois d'affilée. On n'a jamais changé mon salaire. Parce que ça, c'est un problème souvent qui arrive dans l'entreprise. Dès que vous demandez à un employé de faire un peu plus ou de faire l'intérim de quelqu'un, oui, mais vous me payez quoi en plus? Je n'ai jamais reçu 1 franc de plus, 1 dollar de plus. Mais je suis partie avec beaucoup plus de connaissances. Certes, je ne suis jamais devenue DG, mais le fait de les remplacer, ça m'a donné l'opportunité
de faire d'autres tâches que j'ignorais. J'ai dû être en contact avec les banquiers, j'ai d'être en contact avec les clients, donc pas les petits clients, des grands clients, des responsables d'entreprises, des grandes entreprises. J'ai eu l'occasion d'être avec des fournisseurs, des négocier, parler avec les avocats et tout. Donc ça m'a enrichi moi en tant que personne. J'ai eu cette conscience-là de bien faire et de ne pas me mettre à réclamer d'abord l'argent. Parce que ça, c'est un grand problème aussi chez nous. Les gens veulent d'abord l'argent et le travail vient après. Non, faites. Vous ne savez pas qui vous observe. Parce que le jour où j'ai demandé à quitter cette entreprise-là, on n'a pas voulu que je quitte. On a voulu que je reste. Et je suis restée en très bon terme. Jusqu'aujourd'hui, quand ils ont besoin de certaines choses, ils m'appellent. Quand j'ai besoin de quelque chose, j'appelle. Ça veut dire que j'ai eu une conscience professionnelle et j'ai eu une attitude qui était la bonne attitude, qui m'a fait ouvrir d'autres portes. Jacqueline Caridas Moulamba, nous entamons déjà la dernière ligne droite de nos échanges riches. J'apprends, je grandis. C'est très enrichissant. À ces jeunes qui vous ont suivi ce soir dans le magazine Data Market, qu'est-ce qu'ils devraient retenir en tant que ceux qui veulent entrer dans une entreprise ou travailler pour leur propre compte en tant qu'entrepreneur? Qu'est-ce qu'ils doivent retenir de votre passage ici dans Data Market? Je dirais que rien n'est facile. Vous voulez trouver un travail, sortez dans la rue, faites des CV, multipliez, frappez à toutes les portes. Même quand la porte est fermée, revenez, insistez, cherchez. Ne vous cachez pas derrière, je donne ça parce que mon frère travaille là. Non, allez par vous-même. C'est bien si un frère peut vous donner un coup de pouce, mais vendez-vous. Sachez vous vendre. Vous avez fini des études, là on est dans la période des collations, etc. Vous avez fini des études. En attendant de trouver, faites une formation. Allez à l'INPP, faites une formation, apprenez comment faire vos CV, comment vous vendre, faites un peu de marketing. C'est le marketing que vous allez apprendre, va vous apprendre à vous vendre. 1. 2. Dans la plupart de nos écoles, on sort de là, on parle à peine français. Mais aujourd'hui, le monde du travail, l'anglais est devenu important, les langues sont importantes. Apprenez une langue en plus. L'anglais, l'espagnol, le portugais, pourquoi pas. On a de plus en plus des échanges. On a plein de Chinois. Si vous pouvez apprendre les Chinois, pourquoi pas. Vous voulez commencer une entreprise, beaucoup de rigueur. Prenez le temps de vous former. Ne vous réveillez pas un matin, ah non, moi je veux un start-up, Prenez le temps de préparer. Un projet, c'est dans la tête. Mettez-les sur un document et commencez à analyser. L'analyse, c'est une étape très importante quand on veut faire un projet. Sans analyse, on risque de passer à côté de beaucoup de choses. Mais ne pas se fatiguer. La rigueur, beaucoup de travail. Comme vous le savez, je suis DRH, mais j'ai aussi mes propres activités. Il m'arrive de travailler jusqu'à 1h, 2h du matin. Le week-end, n'est pas avoir de week-end. Et ça, malheureusement, beaucoup de jeunes veulent sortir, aller s'amuser. Il y a un temps pour tout. Le temps que vous voulez, quand vous décidez de vous mettre à votre propre compte, il y a un temps de sacrifice. Et ces temps-là, il est important d'être conscient de ça. Voilà, c'est par cette note que nous mettons un terme à notre numéro du magazine Data Market. Nous avons reçu pour vous Jacqueline Caridas Moulamba. Rigueur, ne baissez pas les bras. Soyez consciencieux dans tout ce que vous faites, car le chemin n'est pas facile, mais avec de la détermination, vous allez y arriver. Le problème n'est pas un problème... comme je l'ai toujours dit, des ressources, mais c'est plutôt le mental. Un mental fort pour accéder à toutes les ressources que nous souhaitons. Jacqueline Caridas Moulamba, merci. Merci, monsieur Sephoria. Nous avons beaucoup appris. Mutuellement, nous avons appris ensemble. Merci à la grande équipe de Data Market qui nous a accompagnés. Merci de nous avoir suivis partout où vous étiez.
À la prochaine.